avec un certain bonheur, non seulement les technologies numériques, mais aussi la culture numérique, qui est une culture évidemment de l'horizontalité. Enfin, Serge Tisseron explique assez bien ces dimensions-là, l'horizontalité, la pluralité des auteurs, la réécriture perpétuelle des choses, alors qui vient s'ajouter à la culture classique que l'on transmet évidemment. Et donc c'est vrai que à la fois ces outils numériques et cette culture numérique nous pousse un peu latéralement, puisque nous sommes moins les détenteurs. Oui, c'est ça, c'est ça. Forcément, je suis moins le seul détenteur et je me sens davantage. Et je suis assez heureux moi-même d'être davantage placé par cet effet-là dans un rôle d'accompagnateur, de facilitateur. Et pour reprendre peut-être une formule que Marcel Lebrun utilisait hier, l'art de la pédagogie étant la capacité à mettre en place des dispositifs où peuvent avoir lieu l'apprentissage. Donc j'aime beaucoup d'être, comment dirais-je, dans mon expérience que j'imagine assez commune parmi nous ici, le caractère artisanal, de devoir avec les élèves mettre en place des dispositifs où on va les rendre davantage, le plus actifs possible. Je trouve fascinant que si on regarde l'évolution des nouvelles technologies, les principales technologies qu'on utilise actuellement en éducation n'ont pas été inventées par des éducateurs. Elles nous arrivent de ceux qui ont innové en éducation, mais qui n'étaient pas nécessairement des spécialistes de l'éducation. Alors, depuis le temps qu'on utilise les nouvelles technologies dans le monde de l'éducation, comment se fait-il qu'on n'ait pas encore inventé des applications qui soient proprement créées pour faciliter l'apprentissage d'un point de vue pédagogique? Le seul exemple qui me vient à l'esprit, c'est les ENT. Et pour moi, les ENT, c'est un désastre. Mais je vois ça comme un premier pas. Laisse-moi terminer. Alors, disons que c'est un premier pas d'expérimentation. On en a vu les limites. Maintenant, procédons de là et essayons de faire mieux, de créer autre chose. Dans les écoles, qu'est-ce qu'on utilise beaucoup aujourd'hui? Quand on a une question, on utilise Google. Je caricature là, mais pour reprendre un YouTube, c'est la même chose. Les appareils, ce ne sont pas les éducateurs qui les ont créés, les ordinateurs, les tablettes, les smartphones et tout ça. C'est venu du milieu et des besoins de tous et chacun de communiquer. Ce sont des technologies de l'information et de la communication. Mais c'est fascinant quand même. Ces gens-là ont réussi à créer des outils dont on réalise après coup le potentiel sur le plan de l'apprentissage. Mais comment se fait-il qu'on ne puisse pas pousser l'exercice encore plus loin et de se réunir pour imaginer des outils, des applications à proprement parler pour l'enseignement et l'apprentissage? Non, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Par exemple, alors moi je suis peut-être dans le monde du supérieur, mais par exemple dans le monde du supérieur, les plateformes, donc on utilise les 3 premières les plus utilisées dans le monde, avec des dizaines de millions d'utilisateurs quand même au quotidien, si je prends sur la planète entière. Moodle, Caroline, Blackboard et 2-3 autres ont été créés par les universités et par des universitaires. Alors après c'est des informaticiens, mais c'est les universités qui ont créé elles-mêmes, ou les éducateurs, Moodle aussi, par des gens du monde pédagogique. C'était mon petit bémol là. Non, moi je voulais dire, mais je pense pas qu'on soit en désaccord là-dessus, mais je voulais dire que pour rejoindre la formule de tout à l'heure, mettre en place des dispositifs, un rôle de l'enseignant aussi, c'est de se saisir des outils existants et de les coloniser pédagogiquement, scolairement, et d'inventer des usages d'intelligence, des usages d'une certaine verticalité en termes de savoir, à travers des outils qui n'ont pas forcément cette vocation-là, ce qui permet de se concentrer sur l'invention des usages plus que des outils eux-mêmes, et ce qui permet aussi de montrer aux élèves comment on peut faire acte d'intelligence, collective généralement, mais l'intelligence est-elle jamais solitaire, avec des outils qui parfois ils utilisent spontanément, et de montrer donc on peut passer d'un usage, donc les amener d'un usage récréatif, de leur âge évidemment, de leur génération, à un usage davantage scolaire, enfin par des transformations d'outils ou du hacking, de la transformation en fait, du détournement pédagogique.
Il me semble que tu évoques là, François, quelque chose en lequel je crois beaucoup. On parle de demain. De demain, mais enfin, oui, je pense que c'est universel. C'est c'est le caractère naturel de l'apprentissage. On se coupe les cheveux en quatre, souvent on se fend les cheveux en quatre pour essayer de trouver des façons un peu dénaturées d'enseigner et d'apprendre, alors que c'est tellement simple, fondamentalement, d'apprendre. Ça nous est donné à la naissance, la nature y a pourvu. Et le succès peut-être des outils et des applications qu'on évoquait, qui n'ont pas été créés spécifiquement pour le monde de l'éducation, mais on y trouve son compte, comme tu dis, parce qu'on sait les adapter à un besoin particulier qu'on retrouve dans la classe, dans notre relation avec l'élève. Alors, c'est peut-être moi qui se gourre finalement. Peut-être qu'on ne devrait pas essayer de créer des applications à proprement, pour l'enseignement. Elles peuvent se combiner, se compléter, coexister, oui, tout à fait. On va revenir sur ma question du départ sur la posture, hein, parce que là on est bien parti. La posture d'enseignant hier c'est avant les technologies, on va dire. Donc on a parlé de transmissif, on a parlé de manque d'émotion. Quelle était la posture par rapport au savoir et par rapport à la classe de l'enseignant quand tu n'utilisais pas les technologies, quand tu étais à l'école, quand tu étais petit? J'imagine qu'il y avait une posture de possession exclusive, non? Enfin, c'est ce que Michel Serres appelle assez bien la présomption d'incompétence adressée à l'encontre des élèves. Alors, disons, je suis embarrassé parce qu'en même temps, je sais bien, je vois bien tous les jours que j'en sais beaucoup plus. Mais, en tout cas, écoute, je pense que si on lit les pédagogues classiques, Freinet notamment, il avait déjà compris l'essentiel de ce qu'on essaie de mettre en place maintenant. Mais ce que je vois d'assez favorable dans la situation actuelle, c'est que la transformation profonde du système éducatif, de la relation pédagogique, de la situation de classe, par la culture actuelle, la civilisation actuelle, oblige nous évidemment à repenser souvent. Maintenant je me pose cette question que je ne me posais pas au début de carrière, mais je me pose maintenant assez souvent, mais pourquoi on est là en fait ensemble, et pourquoi on prend la peine de se réunir, de payer des murs, de me payer mon salaire, mes émoluments, etc., le matériel, pourquoi il faut qu'on se réunisse, voilà. Et donc sachant qu'on peut faire tant de choses ailleurs, efficaces aussi, très efficaces, apprendre beaucoup, voilà. Et donc je trouve que il y a là une injonction à repenser la légitimité de se rassembler dans le moment, voilà. Et peut-être d'éclater, enfin il y a des questions aussi très logistiques, la façon dont les classes sont disposées, les murs, les horaires, les découpages, et je trouve que ça c'est très enthousiasmant parce qu'on sent qu'il y a le système nous pousse à cette questionnement-là en ce moment. Alors je vais évoquer mon âge pour répondre à ta question. Quand j'ai commencé à enseigner, c'était au moment où les nouvelles technologies arrivaient sur la scène. Donc, pas tant que ça finalement. Mais il reste que j'ai connu l'enseignement avant l'avènement des nouvelles technologies et après. Alors, pour répondre à ta question, je pense que je suis un peu bien placé. Quand j'ai commencé à enseigner avant les ordinateurs, il n'y avait qu'une façon d'enseigner. J'avais pas à me questionner sur comment j'allais enseigner. C'était un acquis, c'était une certitude qui était bête, qui était simple. On te montre comment faire et tu le reproduis tout simplement. La voie est tracée, c'est tout simple. Et même que le contenu est tout tracé pour toi également. Alors à la fois le contenu est déterminé et deuxièmement la méthode d'enseignement est déterminée également. Et là petit à petit, les nouvelles technologies sont arrivées et là je faisais le constat dans ma classe que ce qu'on avait enseigné comme méthode pour la classe, ça ne collait pas à la réalité. Je voyais bien que les élèves étaient plus ou moins intéressés et je voulais la réussite de tous. Alors là j'ai commencé à me questionner sur ma pratique, sur leurs apprentissages et vers quoi me suis-je tourné pour trouver des réponses. Mais c'est beaucoup vers ces nouveaux outils
qui me permettait de trouver certaines réponses à des questions que je me posais, mais surtout, pas seulement de trouver des réponses, mais de trouver des personnes qui pouvaient m'aider. Alors, je ne me souviens plus qui disait je pense que c'est Kleshersky, qui disait on sous-estime dans les réseaux le savoir que détiennent les personnes qu'on consulte. Il y a du contenu, bien sûr, un peu partout sur Internet, mais les médias sociaux nous permettent de nous entrer en communication avec des personnes qui, eux, ont filtré le savoir, qui apporte un autre éclairage sur les connaissances et sur le savoir. Et si on sait bien se connecter, ben là, on a accès à une richesse de pratique, de savoir, qui est extraordinaire. Et donc, dans cette multitude qu'on a aujourd'hui, en quelque sorte, on a fait éclater les certitudes par rapport à la pratique de l'enseignement. Et maintenant, il faut tout questionner. Donc, l'enseignant n'a plus le choix que de développer ce que j'appelle, et ce que d'autres appellent, une littératie des outils. C'est-à-dire être capable de bien connaître une panoplie d'outils, un peu comme un ouvrier avec son coffre. Il faut qu'il se pose la question de quel est le meilleur outil pour arriver aux fins d'apprentissage que je cherche chez l'élève. Dans la littératie, tu inclus aussi les pratiques. La littératie de l'outil, c'est-à-dire comment on l'utilise, avoir une vue sur des retours d'expérience, avoir la possibilité de questionner quelqu'un qui a déjà utilisé, de consulter des... Il y a aussi cette notion-là ? Oui, bien sûr, et il y a aussi cette notion de partager, de faire valider ces pratiques par les autres et d'apporter aux autres ce que l'on croit avoir réussi. Et dans l'échange comme ça, qui est cyclique, ça tourne, mais ça monte, et puis ça nous permet de profiter de l'éclairage de chacun et de l'apport de tout le monde. La critique, c'est important. Là aussi, je pense qu'il y a un art de la critique à développer de plus en plus. Des fois, on y va un peu sèchement, et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de faire. Donc là, on voit le changement de posture. Alors, j'étais tout seul, j'étais transmissif, c'est moi le détenteur du savoir. Aujourd'hui, je commence à m'ouvrir, je commence à utiliser des outils que je n'ai même pas fait à l'école. Je prends à droite à gauche, des fois on me les impose. Et après, ce que tu vois arriver, c'est je suis dans un réseau, on travaille à plusieurs, j'ai la possibilité de partager avec les gens que j'ai identifiés, qu'ils soient ou pas à l'école. Des experts contenus, par exemple, ils ne sont pas forcément à l'école, ils sont ailleurs. D'accord, donc c'est vraiment sur cette ouverture. Oui, cette ouverture-là, elle est... le fait de comme dit Montaigne, voyager, c'est se limer la cervelle... J'oublie la phrase exacte, mais se limer la cervelle à autrui. Se limer, ça veut dire, c'est pas seulement, le voyage n'est pas un déplacement, c'est vraiment une expérience. Et c'est vrai qu'avec les technologies de la communication, si bien nommées, on a ouvert la classe à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on fait rentrer l'extérieur dans la classe, mais aussi on projette le travail scolaire hors de la classe, qui est une redéfinition quand même dans une certaine mesure du sens du travail scolaire. Et puis nous, professionnellement, on est... on peut être dans une ouverture qui n'est pas dans notre culture professionnelle. Enfin, moi-même ayant commencé, disons, on sent qu'il y a encore des grosses inerties dans le système à ouvrir la classe au regard extérieur, etc. Et c'est vrai que les technologies de la communication, si on se fait un réseau pertinent d'apprentissage à travers les outils numériques, on arrive à avoir une fraîcheur, une stimulation assez fabuleuse. Donc on est nous-mêmes de grands apprenants, heureusement. En fait, je voulais reprendre mes mots de base. Les réseaux ont cette capacité d'être fluides. C'est-à-dire qu'on peut facilement se déconnecter d'une personne et se reconnecter à une autre personne. Et ça, je crois que c'est important dans le développement de nos réseaux aussi, de ne pas développer une bulle d'information en quelque sorte, qui ne fait qu'alimenter une pensée unique, pour ne pas dire une pensée de groupe. Et enfin, on parlait de littératie. Antérieurement, la littératie, elle était dans le livre. C'était beaucoup dans la culture du livre. Il fallait décoder le livre, ce qui nous apportait une connaissance du monde qui circulait et qui voyageait beaucoup par le livre. Et aujourd'hui, le livre, il a changé de forme. C'est une fenêtre multidimensionnelle sur le monde. Donc les
les aspirations des jeunes ne sont plus les mêmes. Ils voient bien par Internet, par leurs outils, l'immensité du possible. Alors, d'accord, on va faire vite, oui. Non, je voulais dire, je suis très sensible à ça, mais en même temps, la place du professeur en classe, ce sont quand même des adolescents, et les pratiques numériques peuvent être assez limitées en termes d'ampleur. Je veux dire, enfin, alors, quand je veux les titiller un peu, je les traite parfois de ploucs numériques, et j'ai appris ce matin plic, parce qu'il y a les geeks et les plics, qui seraient les anti-geeks, voilà. Et parce que c'est vrai que quand même les pratiques adolescentes, mais c'est pas une reproche, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses, mais enfin, bon, ils se contents aux 3 premiers résultats de Google, restent dans Facebook et 2-3 sites adolescents, et donc ils ont quand même vraiment besoin de nous pour élargir l'horizon, n'est-ce pas? Je vais conclure. On va revenir sur la notion de mentorat. Alors évidemment, quand on est un enseignant comme François, qui est philosophe, qui sait s'approcher des élèves, qui sait établir cette relation-là, comment dire, d'être le sage dans la classe qui accompagne les élèves, c'est exactement ce qu'ils cherchent. Donc c'est facile. Et je pense qu'éventuellement, les jeunes vont avoir besoin de ce besoin de mentorat. Et je n'ai pas eu le temps, mais on a parlé tout à l'heure, François et moi, de cette enquête américaine qui a demandé aux élèves qu'est-ce qu'ils demandaient, qu'est-ce qu'ils attendaient de l'école. Et 5 choses en sont ressorties. Et c'est fascinant de voir que le mentorat vient en 4e position. Devant le besoin de technologie interactive. Qui est le seul élément technologique parmi les 5 besoins qu'ils expriment. Alors le premier, c'est le besoin d'apprentissage collé sur la réalité. Ils veulent être en relation avec le monde qui les entoure. Le deuxième, c'est la possibilité de faire des choix. Et là, on revient à la notion de contrôle, la perception de contrôle qui est si importante en motivation. Et le troisième, c'est le besoin d'innovation, de changement, parce qu'ils voient bien qu'ils sont dans un monde de changement perpétuel. Fascinant. C'est une bonne conclusion, parce qu'on est obligé de lâcher François qui doit animer un atelier sur la réalité augmentée, sur les QR codes, donc tu vas travailler. Merci François et François, à la prochaine.